Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le Grand Jury reçoit M. Nouhoum Sarr. Il est président du Front africain pour le développement FAD. Il est aussi membre du Conseil national de transition CNT. Monsieur Sarr, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur votre plateau. Avec moi pour mener ce débat, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladj Chana Takiou va incessamment nous rejoindre dans ce tribunal. Il est donc en retard ce soir et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Déjà, M. Sarr, votre observation. Ça va, je me plais bien sur ce plateau comme ça a été toujours le cas. Voilà, merci. Abdraman, nous recevons pour la énième fois M. Nouhoum Sarr. Effectivement, je pense que c'est la 4e fois qu'on le reçoit ici. Et avec vraiment des comparutions en dents de scie. Oui. Et tantôt était bon, tantôt moins bon, je ne vais pas dire mauvais. Et aujourd'hui, il comparait quand même en tant que membre du CNT, mais aussi ça coïncide avec un anniversaire, pratiquement, puisque nous atteignons les 3 ans des soulèvements qui ont eu raison de l'ancien régime, soulèvements dans lesquels il a joué un rôle très important. Oui. Donc vraiment, nous accueillons Nouhoum Sarr et nous espérons que sa comparution d'aujourd'hui sera différente des fois dernières où il s'est beaucoup plus illustré par la langue de bois, alors qu'il sait bien être franc et poignant quand il le veut. J'espère qu'aujourd'hui sera le bon jour pour le plus grand bien de ce tribunal et puis de ceux qui nous suivent à la radio comme à la télé. On vous annonçait en retard ce soir. Toutes mes excuses. Oui. Certainement, c'est Nouhoum qui a tenté de me bloquer. Oui. C'était un mauvais sort. Non, c'est pour blaguer un peu. C'est ça aussi. En tout cas, son dernier passage ici a été largement commenté par les internautes. Bon, oui, c'est normal. C'est un jeune pour qui j'ai beaucoup d'estime, de considération, parce que, qu'on l'aime ou pas, il est brillant. Il est parmi les meilleurs de sa génération. C'est un homme politique qui tâte le terrain et qui souvent est dans le margouillat politique, marigot politique, qui ne se retrouve pas. C'est vrai que la dernière fois, particulièrement, j'ai été un peu dur avec lui. Est-ce que vous voyez, ça a été largement commenté et j'ai suivi. Oui. Et je pense que c'est le jeu démocratique qu'il aura tiré les enseignements de cette dernière fois. Moi-même, j'ai eu droit à quelques critiques à raison de ma franchise et le fait que je sois très direct pour dire les choses souvent sans porter de gants. Oui. Est-ce que vous voyez? Et je pense que, comme l'a dit Abdraman, souvent, il nous a souvent très convaincus ici, mais souvent, ça laisse à désirer. J'espère qu'aujourd'hui sera un autre jour. Et il sera jugé sur la base de sa prestation du jour. Sans aucune arrière-pensée. Parce que le jour-là, il disait qu'en quittant la maison, déjà, Chana avait en tête de le condamner. Que non, Nouhoum, je te condamne sur la base de ce que tu dis ici. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de condamnation à l'avance. C'est pas Chana qui condamne. C'est le tribunal. Le tribunal, Chana propose dans ma réquisition. Chana propose malgré la faiblesse. Sauf que ce jour-là, il n'a même pas été condamné. Oui. Mais ce jour-là, dans ta grande faiblesse, légendaire, ce qui fait que on met l'accent sur moi, mon réquisitoire, parce que toi, tu ne tiens pas compte de ce que disent les juges ici. Pas forcément. Abdraman, nous sommes déjà dans les questions de généralité. Non, les questions de généralité, comme je l'ai si bien dit, nous accueillons Nouhoum Sarr à l'heure d'un bilan, pratiquement, puisque ça fait les 3 ans de ce régime-là. Aujourd'hui, on aurait pu être dans l'atmosphère d'un changement de régime, normal de régime, d'élection.
si les choses se déroulaient autrement. Je me rappelle que vous avez joué un rôle prépondérant dans les 10 points et 17 mesures de ce M5. Mais on remarque depuis un certain temps qu'on est parti de la refondation, qu'on mette mot à des vocables comme le patriotisme et un élan souverainiste et tout là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on est passé de ce que vous défendiez à l'époque à ce virement d'aujourd'hui que nous connaissons? Et dans quelle mesure vous y trouvez votre compte? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Pour aborder un peu dans le même sens, c'est un jeu démocratique. Vous êtes de la presse, vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas des hommes politiques. Vous posez des questions et nous répondons à ces questions en tentant bien sûr d'être collés à la vérité et aux faits. C'est ça le grand jury, je suppose, je pense. Vous avez parlé de l'avènement, de la transition et tout. Oui. Il est important de situer les choses dans la genèse du temps. Le M5, mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a vu le jour à la suite, bien sûr, de discussions au sein de forces qui étaient hostiles à l'ancien régime, à sa gouvernance pour certains, à autre chose pour d'autres. Et à sa constitution, à sa création, il n'y avait qu'une seule revendication. Vous le savez, c'était la démission pure et simple de l'ancien régime. Sur ce même plateau, vous nous avez posé la question de savoir, après la démission de l'ancien régime, qu'est-ce que vous alliez faire? Beaucoup ont vasouillé. Donc, nous avons effectivement obtenu le départ, au moyen de tout ce que vous savez, de l'ancien régime. L'une des revendications principales était la question de notre défense, de la défense du territoire, la question de la respectabilité du Mali, la question de saisir son destin et de conduire le destin de notre pays. Ça faisait partie de vos 10 points. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. La question des 10 points. Je ne l'ai pas vu dans ça. Vraiment, ça, c'est des questions. Vous savez, la question. J'ai jamais vu. Les questions de souveraineté n'étaient pas en cause. Il faut le dire. Écoutez, à l'époque, vous ne l'avez jamais vu au devant dans vos revendications. Moi, à la suite du régime, moi, j'ai été de ceux-là qui avaient dit pour nous, le M5 était terminé. Et il y a eu 2 phases. La première phase, il s'agissait de nous autres qui avaient pris conscience de la nouvelle situation. Parce que le M5 c'était terminé ne veut pas dire que ce à quoi vous avez adhéré au M5 était terminé. Oui, non. C'est quoi, on a adhéré parce que l'outil de défense qui était l'armée nationale était en délabrement quasi total. Et il y avait 2 phases. La première phase, c'était revendiquer, demander le départ du régime. Et après l'obtention de cette revendication, la réalisation de cette revendication, nous avons été de ceux-là qui avons décidé, nous avons même dit que le M5 pour nous c'était terminé. Et beaucoup d'entre nous à son temps décidé. Les 10 points viennent après ça. Les 10 points étaient présentés au président Bandao, à Koulouba. Nous on était déjà partis. Oui, est-ce que donc c'est pour vous dire que perçu mais nous n'avons pas pris part à ces histoires de 10 points. Même le mais ce que je veux vous dire, vous avez parlé, ne faisait pas allusion. Vous avez parlé du bilan de la transition. Oui. Je vais être à l'aune de vos revendications. La transition a un bilan. Oui. La transition a un bilan. C'est ici dans ce pays qu'on a crié qu'après le départ des forces françaises, c'était le chaos dans le Sahel. C'est ça qu'on a dit. Ah bon? Mais vous pensez que ce n'est pas encore le cas où on ne se dirige pas avec des déplacements? Non, je vous en prie. D'accord. Je vous en prie. Non, il y a des problèmes. Monsieur Sarr. Il y a des problèmes. Préciser votre question. Il y a des difficultés. Monsieur Sarr, pas le chaos. Monsieur Sarr, depuis quelques jours, nous assistons à des blocages. Bien sûr. Rien ne prouve qu'on n'est pas en train d'aller vers la somalisation du Mali. Puisque quand on agit à des blocus, c'est des villes entières, à des déplacements massifs, à des villages. On va véritablement évoquer la situation. Mais à des villages incendiés. D'accord. Qui surviennent à la suite de ce que vous venez de dire, du départ dans le sillage du départ de la MINUSMA et des forces étrangères et des ONG. Vraiment, est-ce que vous ne pensez que jusqu'à présent, nous sommes en train d'avancer, de progresser vers le meilleur, malgré tout ça? Je vais être honnête avec vous, M. Abraman. La lutte contre
le terrorisme. La lutte pour amener la paix et la sécurité, c'est une lutte de longue haleine. Vous faites des défaites, vous gagnez, vous perdez. Nous avons, au soir du 18 août, nous avions une armée de 22 000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes à 65 000 hommes, plus, un peu plus. C'est presque le triple. C'est le triple. Mais pour quel résultat? Non, je vous en prie, c'est le triple. Mais pour quel résultat? Il n'y a pas d'exemple en Afrique où un pays a triplé l'effectif de son armée en l'espace de 2 ans. Il n'y a pas d'exemple. Nous avons un territoire vaste. Un territoire extrêmement vaste. L'ennemi est mouvant. L'ennemi n'est pas statique. Oui. Sauf que si on tenait compte de tout ça, on n'allait pas dégager Abdraman, donner la chance. Si on tenait compte de tout ça, parce qu'en réalité, ce sont les mêmes problèmes. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. On a mieux fait qu'Ibeka, honnêtement. Est-ce que ce satisfait n'est pas à relativiser quand on sait que votre ancien camarade Issa Kaudim vient de déclarer avoir regretté quand même la lutte pour le renversement du régime Ibeka? Bon, écoutez, c'est une appréciation. Vous savez, c'est un homme qui a des positions à géométrie variable. Est-ce que vous avez été choqué d'entendre cette phrase de la part? Pas du tout. C'est peut-être ceux qui ne connaissent pas ce monsieur qui étaient choqués. Moi, pour l'avoir pratiqué, pour le connaître, je ne suis pas choqué parce que il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de surprenant. Moi, je vais vous dire, si la lutte politique pour mettre fin à l'ancien régime devait être repris, je le referai. Mon intime conviction. Vous savez, les combats politiques les plus rudes se font sur la base de conviction. Les gens peuvent se tromper sur l'appréciation. Mais s'il était à reprendre, je le reprendrai. Et je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est une évidence. Même dans une famille, on ne peut pas être d'accord avec tout. Et sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Mais sur quoi, par exemple, d'accord. Écoutez, force est de reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont permis à notre armée de se hisser à la place d'une des armées les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a eu la construction de forces aériennes. Mais cela n'est pas de nature à régler tout de suite et maintenant la question du terrorisme. C'est un travail de longue haleine et qui se fera avec le temps. C'est ça. Oui. Monsieur Nomsa, vous êtes en train, vous tentez de défendre la transition, de dresser un bilan reluisant pour la transition. Au même moment, le chef de gouvernement de la transition, celui qui se bat, qui va au charbon pour la transition, vous et d'autres personnes au sein du CNT, vous ne manquez aucune occasion pour descendre sur le Premier ministre, pour le déstabiliser. Ça aussi, c'est le bilan de la transition, n'est-ce pas? Écoutez, Chara, ça n'a vraiment rien à voir. Si, comment est-ce que le chef de l'administration, c'est lui-même qui inspire les militaires, qui met en œuvre le programme, vous le déstabilisez ou vous voulez que la transition réussisse? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que cela n'est pas de nature à fragiliser la transition? Est-ce que vous ne travaillez pas en réalité pour l'échec de la transition? Parce que quand le premier responsable de la transition, le chef de l'administration, celui qui inspire les militaires, qui les guide, qui les oriente, qui met en œuvre ce dont il s'agit pour aller de l'avant. Si vous le déstabilisez, est-ce qu'on peut vous considérer? Vous, c'est qui déjà? Comment? Vous faites allusion à qui? Je parle de Nouhoumsar et de noyaux qui se trouvent au CNT, qui ne manquent aucune occasion pour déstabiliser le Premier ministre. J'ai dit, est-ce que dans cette logique-là, vous n'êtes pas en train de travailler contre la transition? Allez-y, ça. Pas du tout. Vous dites quelque chose qui n'est vraiment pas exact. Avec le Premier ministre, dès le départ, Nouhoumsar a marqué un désaccord profond. C'était ici sur votre plateau. Désaccord de style. Incapacité à rassembler le peuple malien dans un contexte où nous avons besoin d'unité nationale. Incapacité à assumer pleinement la fonction de Premier ministre qui vous impose d'être au-dessus de la mêlée. Vous êtes le Premier ministre de tout le monde. Vous ne devez pas remuer dans l'histoire au point de faire mal. Et lorsque le Premier ministre prend des positions qui sont de nature à faire en sorte que la transition ne puisse pas rassembler le maximum de Maliens, c'est de notre devoir de lui dire, monsieur le Premier ministre, vous êtes le Premier ministre de tout le monde,
faites attention, c'est une erreur. C'est de notre devoir de le faire. De là à croire à une tentative de déstabilisation du Premier ministre, c'est quelque chose qui est contraire à la vérité. Je vais vous dire, lorsque le CNT, dans l'exercice de ses prérogatives, qui est de contrôler l'action du gouvernement, a interpellé le gouvernement, lui a posé des questions sur le plan d'action du gouvernement que le CNT a adopté, même si moi je me suis réservé de voter pour le plan d'action du gouvernement. Moi, après l'intervention démocratique, le Parlement, c'est le temple de la démocratie. C'est le temple des débats politiques. C'est le temple des échanges d'idées, quelquefois divergentes, quelquefois convergentes. Mais j'ai essuyé de toutes les attaques du monde. On est allé jusqu'à instrumentaliser le pauvre monsieur Assegou pour organiser une cérémonie. Le pauvre monsieur Assegou pour organiser une cérémonie de malédiction à l'endroit de Noam Sarr. Vous pensez que ça fait partie de la politique, ça? Vous voulez parler de ceux qui sont appelés les sages de... Écoutez, ce ne sont pas des sages de Ségou. C'est quelques petits malheureux qui se réunissent et qui insultent les gens à tout bout de chemin et qui sont instrumentalisés, qui sont financés. Par qui? Par des acteurs politiques. Par des acteurs politiques qui les instrumentalisent. Vous connaissez leur nom, ces acteurs? Moi, je vous dis, je connais le nom de celui qui les a instrumentalisés. C'est qui les instrumentalise? Non, écoutez, vous savez, en politique. Ah non, mais vous ne pouvez pas nous laisser sur notre fin, les gens. Monsieur Abdraman, oui. En politique, lorsque vous faites l'objet d'attaques les plus sordides. Donc les sages de Ségou vous ont maudit. Je n'ai pas suivi cet épisode-là. Ce ne sont pas des sages de Ségou. C'est un poignet d'individus qui se réunissent dans les mosquées et qui sont... Il n'y a pas eu d'effet quand même. D'accord. Bon, écoutez, vous savez... Dieu n'a pas répondu. Alhamdulillah. Dans notre religion, il n'y a pas de malédiction. D'accord. Dans notre religion, je vais vous dire, en politique, lorsque vous faites objet d'attaques les plus sordides et que vous savez d'où ça vient, ça perd son importance. D'accord. Avant de passer la parole à... Chien a posé une question importante. Parce que ça intéresse nos compatriotes. Les gens disent, vous aimez Assimi, vous n'aimez pas le Premier ministre. Mais je vous dis une chose, nous sommes dans une dynamique, nous ne sommes pas dans les questions de personnes. Les personnes passent, les individus passent, le Mali reste. Et pourquoi Assimi vous l'aimez et donc, vous n'aimez pas le Mali? Non, c'est pas une question de personne. Personne ne vous a jamais dit. Pourquoi vous personnalisez? C'est un duo. Personne ne vous a jamais dit. Travaille pour le même objectif. Non, écoutez, c'est pas un duo, c'est une équipe. C'est pas un duo, c'est une équipe. Le duo à la tête. Et l'équipe qui a comme tête de file le duo. Et l'équipe, c'est l'ensemble des organes de la transition. C'est l'ensemble des ministres, des membres du CNT, du personnel administratif et tout le reste. Et donc, lorsqu'on arrive à ramener le débat sur des questions de personnes, on fait fausse route. C'est pourquoi, moi je veux dire, la transition, personne ne peut l'aimer plus que l'autre. Vous avez vu les vidéos du Premier ministre? Vous avez vu où il attaque les gens à la limite des injures. Il a traité certains de quoi ignares, triomphants. Ce sont des propos qui, vous pensez, doivent sortir de la bouche d'un Premier ministre? Du chef de l'administration? D'accord. Du chef de tous les Maliens après le président de la transition? Vous pensez ça? Vous pensez qu'un Premier ministre doit se mettre au pupitre et traiter les gens d'ignards triomphants? Il a expliqué ce qu'il entend par ignare triomphant. Vous savez, c'est pas quoi? Une insulte. Vous savez, quand est-ce qu'on parle d'ignare triomphant? Le premier ignare triomphant, c'est celui qui traite les autres d'ignorants. Lorsque vous êtes ignorant, vous traitez les autres. Chacun connaît quelque chose. Dans tous les cas, la science n'est pas infuse. D'accord. Chacun connaît quelque chose. Donc, vraiment... Apparemment, on lui a dit de beaucoup conserver la parole. Pour vous dire, non, pas du tout. Pour vous dire, parce que c'est une question importante. C'est l'une des rares fois que je suis d'accord avec des questions. Ce sont des questions qui se posent à longueur de journée. Je vous le dis honnêtement. Dans les rues, moi, il m'est arrivé beaucoup d'autres. Les gens m'ont arrêté dans les rues. Mais pourquoi vous n'êtes pas celui-là? Vous allez maintenant m'écouter. C'est pertinent. Vous allez maintenant m'écouter. Je vous écoute alors. Avant de passer la parole à Abdraman, déjà, on a vu des membres du gouvernement se féliciter du processus de confection des cartes d'identité biométriques, même si beaucoup de Maliens ont constaté un hic. C'est que ces cartes viennent, si vous voulez, avec des erreurs constatées dans les cartes. C'est le travail humain. Il n'est pas parfait. C'est évident. Sauf que ces erreurs sont à la limite générale. Non, c'est le travail humain, c'est pas parfait.
Non, ce travail-là, mais c'est ça pour veut dire- corriger les erreurs de Les la erreurs Nina. de la Mais Nina. ça Ça va veut voir- dire- Non, mais ça ça doit veut être dire- la perfection. Non, Celui-là ça doit veut être la dire- perfection. Exactement, je suis d'accord. Celui-là doit être Ça la doit perfection. tendre vers la perfection. Parce qu'il Mais s'agit du il se- Mali courant. il Hein. se vers la trouve- perfection, il se- ou bien? oui, ben, la perfection n'existe pas. C'est On pour tend- corriger on la tend vers Nina. perfection. Ça Bien doit entendu. être Vous savez, des cartes vraiment Il y a, sans faute, il y a normalement. certes il y a des difficultés. D'abord, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas réussi en raison du temps, en raison aussi de l'absence de logistique à la hauteur de cette mission-là. Vous savez, c'est dans les commissariats, Bamako et tout ça. Vous avez combien de commissariats? Vous avez un peu plus de 3 millions ou 4 millions, 5 millions d'habitants à Dans les Bamako. services aussi, Dans les l'administration, services. tout ça. Oui, vous savez, Nous, c'est pas ça, sauf suffisant. que ces erreurs ont Donc, été corrigées il y a- par des agents en charge de l'enrôlement. Mais au finish, on a vu que ces erreurs-là sont constatées sur les cartes biométriques. Donc, il est important oui. d'évaluer tout ça. Et si des gens ont fauté, C'est un si travail des gens- mal fait. Si des gens ont Pour fauté, des milliards. Oui, bon, le travail est fait. On aurait pu par laisser des la humains. Nina. Si des gens ont fauté et que des gens n'ont pas assumé les responsabilités pour lesquelles on a choisi, mais qui rendent compte. Qui rendent compte. Parce qu'on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre d'utiliser l'argent du contribuable et aller jouer avec. Ce n'est pas acceptable. Si des gens ont parié contre le Mali dans ce dossier, je crois que les services du pays doivent tirer les leçons et que Tu fais appel au allez-y, vérificateur général ou bien au contrôle général des services allez-y, publics Abdraman, s'il vous plaît. pour évaluer ça. Parce que ce n'est pas admissible D'accord. que le travail soit bâclé. Ce n'est pas admissible que des gens on devrait parient voter contre le avec, pays. malheureusement. Allez-y, Abdraman, s'il vous Oui, plaît. Monsieur Noussar, vraiment, je n'étais pas très satisfait. Est-ce que vous pouvez nous dire, en attendant que je pose ma deuxième question, en quoi le comportement que vous attribuez, la posture que vous attribuez au Premier ministre a influencé ou influé sur le bilan de la transition? Non, je vais vous dire, vous savez, une transition, c'est une période de parenthèse. Et lorsque c'est une période de parenthèse, la ressource première, c'est l'unité de l'énergie de l'ensemble ou de la majorité et de la classe politique et de la société civile, de ces composantes de notre société. Et là, au moins, la transition a échoué. Et donc, Vous pouvez dire que la transition a échoué vraiment non, vous à pouvez pas créer dire- cette symbiose-là entre les Maliens. Vous ne pouvez pas Ouais. dire que la transition a échoué. À Sur créer la ce symbiose plan, entre les Maliens. Le chef de l'État, à chaque fois, a appelé à l'unité. C'est le père de la nation, malgré les circonstances. de Appel, l'histoire. c'est pas ça, on parle Il a de appelé résultats. et il a On ne parle pas travaillé on ne dans parle ce pas de sens. l'appel, tout le monde peut Mais appeler. force est de Mais pour reconnaître quel résultat? Que le chef du gouvernement n'a pas travaillé dans ce sens. Bon, d'accord, C'est- donc c'est- je c'est une reviens évidence. maintenant sur la... J'ai dit, Allez-y. non, Vous Abdraman, avez- tu me donnes une seconde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à critiquer le chef du gouvernement, dire qu'il n'a pas travaillé et dresser un bilan positif de la transition. Ce n'est pas possible. C'est un contraste. Ce n'est pas possible. Inch'Allah. C'est le premier responsable. Il travaille plus que le président de la Le République. bilan. Écoutez, Hein? je- Il travaille j'espère- plus que le président de la j'espère- République. J'espère que vous avez tous les Théoriquement, données. quand Non, même. c'est ce Dieu que ça. nous voyons. Non, c'est ce que nous voyons. Le président, on ne l'entend pas. On ne sait même pas un peu sa vision. Le Premier ministre, il s'exprime. Bon, Il généralement- décline sa généralement- vision. généralement- Le président, c'est un silence. Moi, ma C'est vrai mère- qu'il n'a pas le pantalon Moi, plié, ma mais mère- moi, ma vous mère- ne pouvez pas continuer à dénigrer, à critiquer le Chana. Premier ministre et défendre un bilan Chana. positif de la transition. Chana. Ce n'est pas possible. Moi, ma mère m'a toujours dit que Ce n'est pas possible. lorsqu'on parle beaucoup, c'est qu'on ne travaille pas. On n'a pas le temps de travailler. Parce que quand on travaille, on ne parle pas. D'accord. Et ça, Abdraman, c'est un enchaînons, fait. enchaînons. C'est Voilà, un l'enchaîne, constat. l'enchaîne. C'est un constat. Bon, pendant votre lutte, c'est pourquoi vous êtes battu aussi, c'est la refondation. Et la refondation que vous avez cherché à décliner dans un certain nombre de réformes, qui ont accouché de l'âge, ainsi de suite, autres là, et on en est jusqu'à organiser un référendum avec une constitution qui a été déjà votée. Est-ce que les conditions d'organisation de ce référendum-là vous satisfont par rapport à ce contre quoi vous êtes battu pendant le régime d'Ibeka, lors des élections? Est-ce que vous pensez que les élections, l'organisation que le processus électoral qui a prévalu à l'organisation du référendum vaut mieux que le processus que vous aviez décrié en son temps? Vous savez, la refondation que vous venez d'évoquer, je l'ai mentionné dans mon livre, que vous n'avez peut-être pas lu. J'ai dit, vous savez, les textes, une fois rédigés, restent comme tels dans les tiroirs, ne changent pas. Ce sont les hommes
dans leur comportement de tous les jours qui font naître des situations nouvelles et qui décident intentionnellement ou par inadvertance de dévier par rapport au texte ou de se coller au texte. La refondation telle que nous concevons, telle que je conçois, c'est plutôt les hommes. C'est-à-dire le bon homme, c'est celui qui reste collé. Donc quoi, qu'est-ce que vous texte. voulez dire Parce par là? que Que c'est l'homme malien qu'il faut refonder ou bien quoi? Je ne vous comprends pas. Dans notre pays, Sarah, qu'est-ce que dans notre pays, le devoir d'ingratitude n'est pas une chose répandue. Quelqu'un vous nomme. Vous êtes en train de reconnaître que la première mise à l'épreuve de la refondation ne vous a pas donné satisfaction. J'ai pas dit ça. Je suis en train de développer un raisonnement. Peut-être très rapidement. Je vous dis, le devoir d'ingratitude, c'est que lorsque quelqu'un vous nomme à un poste, ce sont les circonstances de l'histoire qui font qu'il est là pour signer votre décret. Dès qu'il signe votre décret, vous ne lui devez rien. Vous devez tout à votre pays. Vous devez loyauté, certes. Ouais, mais tout cela est dit dans le devoir d'ingratitude. On comprend ça, oui. Mais à votre pays, il y a eu des insuffisances dans l'organisation du référendum. Oui. Le gouvernement lui-même l'a reconnu. C'est ça aussi. La quasi-totalité de la classe politique s'est mise d'accord pour un organe unique qui n'est pas une panacée. Hein. L'organe unique n'est pas forcément mais c'était pour corriger des erreurs du passé au moins. Est-ce que les erreurs du passé ont été corrigées par cet organe unique? Écoutez, l'organe unique avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a vu comme dérogation pendant l'organisation de ce référendum-là, dérogation à dérogation, on n'a plus eu besoin de la carte biométrique. On a été obligé de revoir encore les cartes d'identité. Et même des procurations qui étaient censées être bannies du processus électoral sont revenues à l'ordre du jour. C'est avec ça qu'on a organisé les élections. Et si on le faisait en 2018 ou bien en 2020 avec IBK, ça allait beaucoup plus, ça allait soulever beaucoup plus de bruit qu'aujourd'hui. Ce sont les insuffisances. Ce sont des insuffisances. Et ça vous constatez. Et il faut tout faire pour qu'à l'avenir, ces insuffisances-là ne se reproduisent pas. D'accord. Parce que les enjeux ne sont peut-être pas les mêmes, même si ces enjeux sont importants. D'accord. Pour les élections de personnes à la tête d'institutions ou d'organes, qu'un référendum. Il y a des enjeux, ces enjeux sont importants, mais ce ne sont pas les mêmes dimensions. Chana, nous avons il faut corriger la nouvelle de la radiation du magistrat Chérif Koné des rangs de la magistrature. Oui, nous l'avons appris. J'ai écouté son excellent avocat, Maître Kassoum Tapo, qui en a donné des explications. Et en écoutant l'avocat, on se rend compte que tout le processus a été émaillé d'irrégularités. Parce que déjà le procureur a été recusé l'année dernière. Cette fois aussi, la défense a demandé qu'ils soient recusés pour les mêmes raisons. Ils ont rejeté cela et puis bon. Et c'est pas étonnant pour pour ce magistrat-là. Monsieur le législateur, est-ce que vous pensez que cette radiation est de nature à rassembler les Maliens? Vous savez, je vais vous dire, ce dossier est un dossier qui émane de l'organe judiciaire. C'est pas la séparation des pouvoirs judiciaires. La séparation de pouvoirs fait que je ne suis pas en mesure. Le devoir de réserve m'oblige à ne pas commenter. Mieux, mon éducation ne me permet pas de commenter le malheur des autres. Ça ne me permet pas. Parce que, vous savez, lorsqu'on a une parcelle de pouvoir, il faut avoir la mesure. Il faut avoir la mesure. Je ne sais pas cet homme-là qui va se mettre à vilipender les gens et à dire, bon, écoutez, ce monsieur-là, c'est tant pis pour lui, c'est bien fait pour lui. Moi, je ne le connais pas personnellement, je l'ai rencontré quelques fois. Je n'ai pas lu, comme l'avocat auquel vous faites allusion, je n'ai pas lu le dossier. C'est comme tout le monde, comme vous, qu'il y a une procédure disciplinaire, qu'il y a une procédure prévue
par le droit positif de notre pays et qui consiste à sanctionner les magistrats qui se sont mis en porte-à-faux avec la loi. Maintenant, est-ce que la procédure a été régulière? La procédure a respecté les règles de l'art? Est-ce que la procédure, ceci, cela? Je ne suis pas en mesure... Est-ce que nous sommes dans un règlement de compte au niveau de la Cour suprême? Il y a tout ça. Bon, je crois que... Au niveau du cabinet. La justice est une chose sérieuse pour se laisser entraîner dans des questions de règlement de compte. Parce que si la justice, ce sont les règlements de compte, on serait dans la jungle. Et ça, c'est pas acceptable. D'accord. M. Keita, la libération des emprises de l'aménagement est devenue problématique. Oui, effectivement. Le gouvernement et les groupes ça pose des problèmes, effectivement. Allez-y. La libération des emprises, comme il vient de le dire, pose le problème surtout de l'accord, du devenir de l'accord de la paix. Depuis un certain temps, depuis que ces emprises-là font l'objet de disputes entre les mouvements armés, l'accord qui était déjà moribond semble être vraiment mort de sa belle mort. Est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative aujourd'hui? Quelle alternative voyez-vous à l'accord pour la paix et la réconciliation? Il faut d'abord rappeler que l'accord pour la paix, appelé abusivement accord pour la paix, était antinational. Nous l'avons dénoncé depuis 2015. Et ma position n'a pas varié d'un iota. On a transformé... Oui, ça on le sait, mais aujourd'hui... Non, il faudra que nos compatriotes puissent mieux l'appréhender. On a tronqué notre histoire. On a donné une définition absurde de l'Azawad qui n'est rien d'autre que l'Empire Songhai. C'est une partie de l'Empire Songhai. On a falsifié notre histoire. On a mis le couteau à la gorge de notre peuple. On a détruit notre unité. On a fait la promotion de la rébellion comme moyen d'émancipation politique. C'est ce que je refuse. Et depuis 2015, je me suis inscrit dans la lutte contre l'accord d'Alger. Donc je suis très heureux aujourd'hui de voir qu'il est devenu quasiment caduque. On se demande l'alternative aujourd'hui, telle que la situation se trouve. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où l'État, l'administration n'est pas présente partout et on risque de reprendre encore les hostilités, du risque de reprendre. Quelle alternative voyez-vous à l'accord? Il n'y a pas d'alternative au dialogue. Il n'y a pas d'alternative au dialogue. Non, je dis l'accord. Sauf que l'accord est issu du dialogue. Quelle alternative? Parce que l'accord est encore valide, il est encore à l'international. C'est l'accord qui est reconnu. Il faut renégocier. L'accord n'interdit pas une renégociation. C'est important. Il n'y a pas d'alternative au dialogue. Nos frères Touareg et nous sommes liés par le destin. Les partis ne semblent pas être vraiment... Ça finira par s'imposer. Ne semblent pas s'accommoder, comme vous l'avez dit, de ce dialogue-là. C'est vraiment l'hostilité. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'alternative réside encore dans la reprise d'hostilité, dans un forcing, Le préalable à toute discussion, comme cela devait se faire, c'est le désarmement de tout le monde, des groupes armés. C'est l'armée et les personnes autorisées par l'armée qui a le droit de détenir les armes sur le territoire national. Alors, comment comprendre l'attitude, si vous dites que l'accord est mort de sa plus belle mort? Nous avons vu l'autre jour, Kadik, bien sûr, Kadik, c'est la dépassé. Le ministre qui a dit mort même de sa plus belle mort. Donc, le ministre Ouagé de la Réconciliation a adressé une missive aux mouvements armés, notamment à la SEMA, pour leur demander de revenir au dialogue sur l'accord. Au dialogue par rapport à l'accord. C'est-à-dire que le gouvernement crie Urbi et Orbi, accord issu du processus d'Alger. Mais dans l'application, c'est tout à fait le contraire de l'accord que nous observons. Comment qualifier cette attitude? Bon, écoutez, la diplomatie a ses règles et les stratégies d'État aussi ont leur réalité. En tout cas, ce que je peux vous dire en tant qu'observateur, quelqu'un qui s'est acharné contre l'accord, il est impératif pour toutes les parties d'engager un dialogue de désarmement d'abord. Dialogue d'accord, paix d'accord, accord d'accord, un accord futur d'accord, mais il faut le désarmement d'abord. Est-ce que le gouvernement n'est pas dans un processus de casus belli? Je ne crois pas que le gouvernement soit dans ça. Parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne est puissante, elle monte en puissance, elle a des radars, elle a ce qu'elle n'avait pas il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, elle ne peut plus accepter les menaces de la SEMA. Est-ce que ce n'est pas fort
de cet armement que le gouvernement est en train de remettre doucement mais sûrement l'accord d'Alger, sans le dire. En tout cas, le gouvernement du Mali a reçu mission, mandat de notre peuple, parce que le peuple a adhéré massivement à ce projet qui consiste à recouvrer l'intégrité du territoire. Et quel que soit le prix à payer. Par le dialogue. Non, l'intégrité du territoire n'a jamais fait l'objet d'une contestation quelconque, même à l'international. Mais le problème, c'est que vous ne dites pas, c'est qu'en réalité, à l'international, tout le monde, à l'international, est vraiment accroché à cet accord-là. Oui. L'ONU n'a cesse de rappeler que c'est la seule alternative pour le Mali, cet accord, dans son application intégrale. L'Algérie, qui est à côté, qui est un voisin, qui en est le parrain, souffle dans la même trompette. Toutes les organisations internationales ou les tribunes internationales où on peut plaider ce que vous dites que c'est l'accord qui est vraiment la solution à la crise malienne. Ça, c'est le discours diplomatique. Oui, mais qui ceux est qui disent pas. Quelquefois, moi, je ne connais pas. J'ai dit, vous êtes en train de censer le mot. Comme si la diplomatie aujourd'hui, c'est un mensonge. Oui. Depuis un certain temps, est-ce que vous pensez que. Non, est-ce que vous pensez qu'un État. Non, est-ce que vous pensez qu'un État. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez qu'un État peut vraiment faire fi de toutes ces voies-là, voies internationales, et engager une démarche différente de cette. Non, en fait, l'État du Mali travaille pour le respect de la position du Mali, la défense de la position du Mali. Je vous dis, le discours diplomatique... C'est le Mali qui a signé l'accord. Quelquefois... C'est le Mali qui a signé l'accord. Oui, c'est le Mali qui a signé. Et au gouvernement figure un ministre dont la signature est apposée sur cet accord. Oui, bien sûr. Est-ce que cet accord était bon pour le Mali? Est-ce que cet accord était dans l'intérêt du Mali? Si cet accord était bon pour le Mali, vous ne trouverez pas dans ces pays des hommes politiques qui vont le dénoncer? Non. C'est parce qu'on est convaincu que c'était un accord international. Et le discours diplomatique auquel vous faites allusion, les gens défendent leur intérêt. L'Algérie la défend ses intérêts. Quand l'accord était signé, l'Algérie n'est pas en 2015, quand l'accord était signé, il y avait beaucoup plus moins de voix dissidentes. Même moi, personnellement, je vous le dis, je faisais partie des voix dissidentes contre cet accord. Oui. Mais force est de reconnaître à l'époque que les pouvoirs qui avaient engagé l'État, le peuple malien à l'époque, avaient pris le dessus sur ceux qui étaient contre cet accord-là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ce pouvoir disposait des leviers que nous n'avons pas. Donc aujourd'hui, vous disposez d'autres leviers. C'est tout, c'est ça. Écoute, c'est avec le temps que ce discours a fini par s'imposer. Que l'accord est antinational. En tant que membre du CNT, non, je voudrais, actualité récemment, le CNT a voté le code minier. Et certains trouvent que c'est une révolution, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment les avantages de cet accord minier signé, le code minier signé par, voté par le CNT? Les grandes lignes. Oui, en fait, oui. Et qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé en termes de chiffres, la part de l'État du Mali dans les sociétés, les bénéfices et tout ça, c'était 20%. Aujourd'hui, c'est 35%. C'est quelque chose c'est un plus. Et ce qui est une révolution, c'est le contenu local. Vous savez ce qui se passait, les mines, au-delà de l'aspect financier, c'est l'aspect économique qui semble être important. Lorsqu'on met en place une mine, c'est pas le fait de voir l'or. Il y a un travail. Il y a le travail d'extraction, le travail de catering, les sous-traitances, la fourniture de produits chimiques et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est la chaîne. Et ce contenu local, il est désormais exigé que des sociétés étrangères peuvent faire ça. Mais ils ont l'obligation de se mettre avec un Malien. Et le Malien, si on crée une société, le Malien a 51%. S'il n'a pas les moyens d'avoir ces 51%. Non, mais vous savez, quand vous allez à Dubaï, dans des pays comme Dubaï, et que vous voulez créer, vous êtes dans des pays arabes, vous mettez forcément avec des dispositions attractives. Avec bien sûr. Non, c'est pas une question. Est-ce que c'est attractif? Vous savez, non. Comment c'est pas des dispositions attractives? Non, vous demandez si vous pensez que c'est des dispositions attractives. On a tout donné aux miniers dans ce pays. Mais ça n'a eu aucun impact. Aucun impact sur notre économie. Je vous donne l'exemple de Kéniba, il n'y a pas d'électricité. Alors au Kéniba, regorge
de mine. Entre un village, quand vous voyez le village qui est derrière la mine, lorsque vous rentrez dans la mine, vous croyez parce que les pouvoirs dans les grandes locaux aussi détournent mais lorsque vous voyez derrière, vous voyez un village dans la misère. Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il faut plus développer le contenu local, amener des Maliens, certes ils n'ont pas les moyens, on n'a pas les moyens de construire une grande mine, amener des Maliens à se positionner comme de véritables sous-traitants professionnels dans le secteur minier. Et lorsqu'on va le faire, ça va aiguiser les appétits, ça va permettre aux opérateurs miniers, parce que moi je suis un libéral, moi je crois au secteur privé. Les mines, c'est surtout l'environnement. Et donc, c'est important. L'environnement, l'école, les centres de santé. Tout à fait. C'est ça l'économie en réalité. Bien sûr. Votre mentor n'est pas libéral. Hein? Non, je vous en prie, il est libéral. Zoumana, il n'est pas un capitaliste Far West. Mais Zoumana, vous savez, le libéralisme, c'est ce qui s'est imposé dans le monde. Il nous reste que 4 minutes. C'est ça. Le secteur privé. Abdraman, pour reprendre l'autre là, pour l'autre, on assiste à une épidémie de coups d'État sur notre pic. Bon, moi, c'est pas allez-y, c'est international, quoi. Vraiment, sur la situation vous êtes. Non, c'est surtout la situation nationale qui m'importe. Vraiment, quoi. Allons sur l'intervention de la CEDEAO. L'intervention de la CEDEAO. Oui, c'est quand même. Allez-y. Bon, je vais le mélanger avec d'autres. Je vais le mélanger avec d'autres. Et l'intervention de la CEDEAO, vous êtes, comme il l'a dit, législateur. Le Mali a réagi par une volonté d'aller au secours du Niger s'il était. Et ici, il y a une intervention de la CEDEAO se déroulait dans ce pays pour sauver la situation. Et dans le même sillage anti-français, parce qu'en réalité, on pense que la France est toujours en dessous de tout ça. Il y a eu la suspension des visas entre le Mali et la France. Il y a eu aussi la suspension des vols. Vous pensez que toutes ces questions-là, qui passent outre, par exemple, les procédures normales qui consistent à passer, par exemple, par l'Assemblée nationale pour obtenir une intervention à l'étranger, pour déclarer la guerre, et participe ensuite, ce que je viens de dire aussi, le truc des visas, la question des visas sont de nature vraiment à œuvrer ou bien à respecter les principes du chef de l'État lui-même qui dit qu'en tant que respect des stratégies, des choix stratégiques des Maliens. Vous pensez qu'en suspendant le visa avec un pays qui abrite autant de Maliens, de compatriotes, avec tous les intérêts, des villages entiers qui vivent de ces Maliens-là et de leurs revenus, est de nature vraiment à respecter les choix stratégiques du pays et des intérêts stratégiques du pays. Le Mali n'a pas rompu le dialogue avec la France. Il continue toujours à discuter. On n'a pas dit le dialogue, on a dit les visas, on a été très clair. C'est une mesure de réciprocité. Et dans la diplomatie, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais ce sont le gouvernement français, c'est le gouvernement français qui a décidé un bon matin d'arrêter de donner les visas aux Maliens. Oui, on le sait. Moi, je suis. Non, effectivement. Est-ce que les mesures interdit de visa dans l'espace Schengen? Non, c'est pas grave. Est-ce que les mesures de réciprocité, effectivement, vous l'avez dit, cette réaction, et l'activation de la mesure doit intervenir quand on a autant d'intérêt avec le pays. C'est là que la question se pose. Il y a toujours la réciprocité. C'est comme quelque chose de mécanique. Lorsqu'il y a action, il y a réaction, même si après on réajuste. C'est évident. C'est évident. C'est ça la procédure normale. Même si après il y a des évaluations. Vous avez parlé de la décision du Mali d'intervenir au Niger. Oui. Vous savez, Gao est à 400 km ou un peu plus de Niamey. La déstabilisation du Niger, ça a forcément un impact sur le Mali. Premier élément. Deuxième élément, le Mali et le Niger partagent la lutte, plus le Burkina, partagent la lutte contre le terrorisme. Et l'épicentre du terrorisme au cours des 5 dernières années, c'est la zone des 3 frontières. Donc si le Mali ne soutient pas l'armée nigériane qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, parce qu'ils ont eu un président qui les a traités de fainéants, qui a eu la maladresse, je ne sais pas qui l'a conseillé. Quel que soit l'état de son armée, le chef suprême des armées ne doit pas s'attaquer à l'armée. Parce que depuis l'Antiquité, à chaque fois qu'une armée est humiliée,
Mais l'armée s'attaque à sa hiérarchie, c'est évident. Oui, mais est-ce que c'est cela quelque doit chose passer quelque chose de outre connu. les C'est quelque chose législateurs? de... Est-ce que les législateurs doivent être mis en marge de Le cela? Mali Alors, je crois a que- affiché une c'est grave intention. quand même, Écoutez, ouais. le Mali a affiché une intention dans quand une même une déclaration. déclaration de Non, guerre. Ah ouais. une intention Je quand même, ouais. dans une déclaration. Maintenant, le Parlement auquel vous faites allusion, la procédure parlementaire, c'est le formalisme, ce sont les formalités. Au moment venu. Et jusqu'à présent, Ah ouais. je ne crois Il pas, vient de honnêtement, reconnaître quelque chose de je ne très crois grave, pas à une intervention militaire de la CEDEAO ou de quoi que ce soit au Niger. Pour quelques raisons. Quand vous prenez le Niger, la CEDEAO là, l'armée de la CEDEAO, le pays qui a une armée, en tout cas en dehors de nous autres, capable d'intercepter le Ghana. Et le Nigeria? Écoutez, le Nigeria est bourré d'officiers corrompus. Les généraux nigérians sont pratiquement tous des milliardaires. Ah bon? Oui, je vous le dis. Parce que je connais un peu le Et Nigeria. les généraux maliens, Hein? il n'y en a pas de Écoutez, milliardaires? non, écoutez, je vous parle. Hein? Écoutez, ce sont des généraux. Et Ouais, le on Nigeria, vient d'en arrêter. le Nigeria l'armée nigériane ouais. est constituée en majorité de personnes du Nord qui sont soit des Haoussa, soit des Djerma, des Peuls, et qui ont des liens forts avec le Niger. Ça, c'est un élément indispensable. Le Nigeria partage près de 1000 km. Comment ils vont intervenir? Sur quoi? Peut-être qu'ils ont le soutien de l'ex-puissance coloniale. Macron même l'a reconnu, que si la CEDEAO prend des initiatives, le soutien de la France ne manquera pas. Personne ne croit à ça. Le Bénin, c'est le seul port qui sert bien. Ils se sont auto-flagellés en fermant, parce que le Niger consomme beaucoup à partir du Bénin. Et ça commence à se faire sentir. D'accord. Les sanctions financières, la bancarisation au Niger, c'est 9,3 ou 5%. La bancarisation au Niger. C'est le secteur informel qui est. Donc les gens arrivent à tenir. Et pour dire, il faut que la raison prévale. Le Niger, Et la raison, c'est quoi? c'est le un Niger rapport à la dernière n'appartient question, pas à la CEDEAO. Allez-y. Comment tu vas intervenir dans un pays qui ne t'appartient pas? Oui, C'est- allez-y, c'est Chana, important. s'il vous plaît. Dernière question. Oui. Très intéressant. Apparemment, le Monsieur- grand frère Chana est un peu. Voilà. Oui. Enrhumé. Ah, apparemment, ton mauvais sort l'a atteint. Non, je ne suis Mais- ne pense pas. Il s'est bien préparé, certainement, avec... Toutes mes excuses allez-y. aux téléspectateurs. Oui, Monsieur Sarr, vous êtes encore une fois de plus un législateur. Une fois autour de cette même table, et je vous avais posé une question par rapport à vos émoluments. Parce que vous êtes en train de toucher de l'argent de façon indue. Aujourd'hui, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale Ouais. qui est en prison. Et d'autres personnes, entre autres reproches, parce que simplement Isaac a signé une décision accordant des avantages aux députés alors qu'il fallait une loi organique. Mais vous, depuis que vous êtes au CNT, il n'y a pas de loi organique vous accordant des indemnités. Vous êtes en train de toucher des indemnités sur la base des textes que c'est le même Isaac a signés. Oui. Est-ce que tu vois? Et bien sûr, c'est la base de la loi organique qui donne des avantages aux députés. Vous n'êtes pas des députés. Jusqu'à présent, vous êtes en train de toucher illégalement, de façon indue, les ressources publiques. Est-ce que vous le savez? Il le sait bien parce qu'il m'avait dit ici qu'ils sont en train de vouloir légiférer. Bien sûr, c'est ton- Jusqu'à présent, ils n'ont pas légiféré sur la question. Où en êtes-vous? Alors que les actes savez, sont déjà le posées. loi- Où en êtes-vous pour il y a légaliser une loi- et les montants indûment touchés par le Écoutez, il CNT? y a une loi. Vous savez, moi, j'aime pas trop parler des questions pécuniaires. Il y a une loi dans le pipeline du CNT en procédure d'adoption, parce qu'une loi organique, c'est pas une loi ordinaire. Une loi organique, il faut s'assurer de Sa conformité. de sa Sa constitutionnalité. avec non seulement avec la Constitution, mais sûr. avec les règles. Oui, absolument, Les règles. c'est ça. Surtout la Constitution. Et cela demande. Et ça doit être déféré devant la Cour constitutionnelle. Et cela, on y travaille. Il y a une loi organique dans le pipeline. Je pense que ça va être adopté au mois d'octobre. D'accord. Mais il faut prendre toutes les dispositions pour que cette loi ne soit pas censurée au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est une mesure de prudence. C'est une mesure de Et prudence. ce que vous avez touché savez- indûment, comment vous allez gérer ça? Justifier ça. Mais écoutez, vous savez, la loi est
Peut être rétroactive. Peut être rétroactive. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce qu'on l'a vu déjà, il y a des décrets rétroactifs. Bien sûr, non, la loi est faite depuis pour l'avenir. 2020. Il y a des lois expressément. Mais le délit est déjà consommé. Non, mais il n'y a pas de délit. Comment vous. Il y a un délit. Ah oui, vous mangez l'argent public sans aucune base juridique. Vous êtes le juge J'ai dit, du tribunal. j'ai dit, vous mangez de l'argent public sans aucune base juridique. Non, je vous en prie. Ni base La transition, c'est législative. La transition, personne n'avait préparé une transition. Vous savez très bien que moi. Lorsqu'on demande le départ. En réfléchissant, on peut. Au Burkina, ils n'ont pas ce que vous avez. En Guinée, la même chose. Mais est-ce que vous savez ce que nous avons? Parce que les gens spéculent. Les gens spéculent. Les gens ne spéculent pas. Les gens spéculent sur des choses. Les gens ne sont pas. Bon, monsieur Sarr. J'ai dit, vous Monsieur êtes Sarr. bien. Allez-y. Monsieur Sarr, Allez-y. vous êtes législateur, mais vous êtes aussi politique. Chef de parti politique. Bien sûr. Et force est de constater depuis un certain temps que la politique est carrément le parent pauvre de cette transition. On pense même, on a même l'impression que cette transition est venue pour tuer la politique. Et j'en veux pour preuve la formation du gouvernement actuel qui a dépolitisé pratiquement le gouvernement. Il n'y a pratiquement pas de politique là-dedans. Et c'est dans cette dynamique qu'intervient la convocation du ministre de l'administration au parti politique pour revoir un peu comment séquencer le reste du processus électoral. Je suppose que vous avez participé à ça en tant que FAD et autres, avec en toile de fond le débat sur une possible prorogation ou pas de la transition. Une possible candidature du président de la transition actuelle, qui fait également débat. Comment est-ce que votre parti aborde toutes ces questions-là? En 30 secondes, ça. Bon, écoutez, vous avez fait allusion à la lettre du ministre de l'administration du territoire. Nous avons dit qu'il faut prioriser les élections présidentielles en 2024, bien sûr. Voilà, c'est une position claire. Et ça a l'avantage d'être clair et net. Ensuite, les nouvelles autorités vont s'atteler à organiser les autres élections. Maintenant, pour ce qui est de la candidature du président, je vous ai dit que ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Moi, je l'ai dit ici. Les gens se pavanent à longueur de journée, vont voir des gens, présidents et candidats. Je vous dis que ce n'est pas sa priorité aujourd'hui. Sa priorité, c'est la fin de la transition, le retour de la sécurité. Parce que moi, je vous le dis sans porter le gant, il n'a évoqué cette question avec personne. Ceux qui le disent, comme si tu savais les gens avec lesquels il échange. Non, je vous en prie. Écoutez, on ne parle pas. Quand il signe... On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Ceux qui se promènent là, oui, c'est ça. Les gens peuvent solliciter et souhaiter. Donc vous êtes contre une prolongation. Vous êtes contre une prolongation de la transition. J'ai dit les élections en 2024. Oui, d'accord, mais vous êtes pas. Mais 2024, ça peut être en mars 2024. Et si ça ne. En janvier, en mars 2024. Oui, d'accord. En juillet 2024. Et au-delà. Et aussi, ça intervenait au-delà, puisque le président vient de signer un pacte social. Un pacte social sur 5 ans. Si on a l'intention vraiment de partir, on le signe avec le temps qu'il te reste. Non. La continuité de l'État. Le signe au nom de l'État. Aussi au nom de l'État. Et les nouvelles autorités peuvent revenir sur ce pacte, peuvent même le rallonger. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Nous allons à présent nous retirer. Chana, malgré la grippe, vous avez un réquisitoire? Oui, je pense que aujourd'hui, il est dans le cadre de l'acceptable. Il est dans le cadre de l'acceptable. Il a dit des choses intéressantes. Mais enfin, Monsieur le Président, dans votre légendaire faiblesse, je vous demande vraiment de décider. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est dans le cadre de l'acceptable. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Vous n'avez pas cette force ce soir. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Il est dans le cadre de l'acceptable. Donc cela veut tout dire. Moi, je l'ai trouvé très sage. Et il gagne en maturité. Mais j'ai comme l'impression que quand on devient sage, on gagne en maturité, c'est aux dépens de la franchise et puis de la poigne actuelle que ça se passe. Vous voyez, parce que je n'ai pas trouvé sur les questions essentielles telles que le bilan de la transition, et telle que la dernière question qu'on vient de poser là, on a l'impression que nous sommes en train de marcher sur les œufs
Il refuse de se livrer. Il refuse de dire réellement ce qu'il pense. Et la tendance, comme pour beaucoup, c'est de défendre vraiment les intérêts de la transition, coûte que coûte, vaille que vaille. Même quand cette transition est en train d'œuvrer contre les intérêts de l'ensemble parfois, tel que c'est le cas, par exemple, pour la question du Nord. Ça ne peut pas venir nous dire qu'aujourd'hui, être encore dans les mêmes positions que ceux qui défendaient hier encore que l'armée monte en puissance, alors qu'au centre, des gens sortent de partout, c'est la misère, alors qu'autour de Gao, les déplacements sont en train de créer des situations humanitaires incontrôlables, alors que des parents à Tombouctou achètent le carburant à 1500 francs le litre. Non, je ne suis pas d'accord et je pense qu'en réalité, c'est là, ces positions-là qu'il prend, qui nuancent un peu sa prestation d'aujourd'hui, sont du fait qu'en réalité, il est en train de prendre de la hauteur en politique et de l'habilité en politique. C'est pourquoi moi je plaide pour que vous lui infligez un sursis. Pas une condamnation ferme, mais un sursis. Sans aucune faiblesse, vraiment aucune, hein, à la lumière de ces deux réquisitoires, il me plaît souverainement de libérer purement et simplement l'accusé de l'aide. Je me soumets à votre décision. Ça ne me dérange pas à outre mesure, je me soumets à votre décision, Président. Écoutez, grand frère Abdraman, nous sommes un pays qui à la fois recrute, forme son armée et fait la guerre. Les trois en même temps. Quoi Il fait la guerre. Qui recrute, qui forme et qui fait la guerre dans le cadre de notre armée. C'est pas chose facile. Depuis 2012. Ensuite, mais en même temps, dans la même période, c'est difficile. Farabougou, c'est un épisode passé, page noire. C'est aujourd'hui Tombouctou. Faisons en sorte que ça ne soit plus nulle part. C'est ça. Ah, Farabougou, c'est vous qui le dites, hein? Non, certains disent que Farabougou, c'est pas encore comme ça. Le village de ma mère est à quelques kilomètres de Farabougou. Je connais bien la zone, un conflit local a dégénéré. Des gens ont fait recours à Dozo, d'autres ont fait recours à ce que vous savez. Et tout. Je crois qu'il est important que vous, hommes de médias, journalistes, qui êtes investis de cette prérogative, et nous autres, nous devons travailler dans le sens des intérêts stratégiques de notre pays et taire tous nos guerres. Faire en sorte que la vérité puisse mais ça prévaloir. s'éternise. Mais surtout, Le problème, c'est que ça s'éternise. Que notre peuple continue à conduire son destin. C'est le plus important. Ainsi, c'est le plus important. Prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Nuh Moussar, président du parti FAD et membre du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à